Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Revue de presse de l'UPR de la semaine du 9 au 15 juillet 2018. À la une cette semaine, la victoire de l'équipe de France au championnat du monde de football, le 15 juillet 2018. La France, championne du monde de football 2018, vive les Bleus et vive la France. Impossible n'est pas français. La France n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle rassemble tous les Français dans l'amour de leur propre pays. Elle n'a pas besoin de la construction européenne pour briller, tout au contraire. Source UPR 15 juillet. France. Macron annonce l'ouverture du droit de vote à toutes les personnes handicapées mentales mises sous tutelle. En France, plus de 385 000 majeurs sous tutelle seraient concernés par cette disposition. Source LCI, 10 juillet. Encore une preuve que ceux qui votent Macron sont des décérébrés. Le Sénat alerte sur l'enracinement du salafisme en France. Le salafisme concernerait 40 000 à 60 000 personnes en France. Les sénateurs pointent de réelles insuffisances dans le traitement de la menace intérieure. La commission d'enquête formule 63 propositions. Source Valeurs Actuelles, 10 juillet. Et si nous commencions déjà par arrêter de soutenir politiquement le régime qui propage ce courant intolérant de l'islam, notamment l'Arabie Saoudite, dont le prince a été reçu récemment avec tous les honneurs par Emmanuel Macron. De plus, comme l'a relevé le journaliste Jean-Loup Isambert dans son livre 56, de hauts responsables français auraient mené un jeu très trouble en appuyant et en couvrant des groupes criminels internationaux. Des rejets toxiques 190 000 fois supérieurs à la norme à l'usine Sanofi de Mouran. Le groupe pharmaceutique Sanofi ne pourra pas rouvrir le site, situé dans les Pyrénées-Atlantiques, dont la production a été suspendue lundi, tant qu'il ne sera pas en conformité en matière de rejets toxiques, a annoncé mardi le gouvernement. Source Le Figaro, 8 juillet. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, stipule dans son article 169 que la protection de la santé doit se réaliser dans le cadre du marché intérieur, en obéissance donc de la loi de la concurrence libre et non faussée. Voilà une autre preuve que, pour ces grosses entreprises pharmaceutiques, le profit passe avant la santé des riverains. Le gouvernement va supprimer 25 petites taxes. Accusées par le gouvernement de complexifier le système fiscal français, ces taxes à faible rendement disparaîtront d'ici 2020. Exemple, la taxe ski de fond, la taxe sur la farine, la taxe sur les pylônes. Source L'Express, 12 juillet. Gérald Darmanin ne regarde-t-il pas par le petit bout de la lorgnette en ne voyant pas les conséquences financières de ces taxes? La taxe pylône est une bonne illustration. La supprimer, n'est-ce pas laisser libre cours aux exploitants sur la pose de l'acheminement électrique sans se soucier aucunement des conséquences sur le paysage? Finalement, le gouvernement ne fait qu'appliquer les GOPÉ, les grandes orientations de politique économique données par la Commission européenne, qui imposent explicitement à la France de, je cite, « supprimer les impôts inefficaces », comme si la seule vertu d'un impôt était de rapporter un maximum d'argent au pouvoir public, comme si l'aspect dissuasif de certaines pratiques était sans intérêt. Jean-Marie Le Pen révèle avoir tenté de faire évader l'un des auteurs de l'attentat contre De Gaulle. Interrogé sur la récente évasion par hélicoptère de Redouane Faïd, Jean-Marie Le Pen a confié avoir tenté, en 1963, de faire évader de la même manière Jean-Bastien Thierry, condamné à mort pour avoir participé à l'attentat contre le général de Gaulle. Source RT, 15 juillet. De Gaulle était quelqu'un qui défendait bec et ongle la souveraineté de la France. Le fondateur du Front National, devenu Rassemblement National, était du côté de ceux qui voulaient sa mort. Question. Le fondateur du FN
Avait-il donc la souveraineté de la France comme objectif premier à l'esprit? Bonjour tout le monde. France, levée de bouclier contre le gouvernement. 78 députés dénoncent la réforme constitutionnelle. Pour la première fois depuis 1958, un président de la République propose de triturer les institutions afin de diminuer les libertés de nos concitoyens, parce qu'elle a pour mission de faire entendre la voix des Français. L'Assemblée nationale est attaquée au bazooka, estiment les députés LR signataires. Source RT, 8 juillet. Ces députés LR ont raison, en ce que Macron souhaite notamment accélérer la procédure parlementaire en interdisant l'analyse des amendements en séance publique. Ils seraient étudiés seulement en commission. L'UPR n'a de cesse de dénoncer les révisions constitutionnelles par les gouvernements successifs, notamment par LR, qui ont dénaturé la Constitution de la Ve République, par exemple en supprimant le crime de haute trahison. Pour éviter cela, l'UPR propose notamment de mettre fin à la procédure malsaine du Congrès et de n'autoriser les modifications constitutionnelles que par référendum. Patronat et syndicats s'unissent face à Macron. De mémoire de syndicalistes et d'entrepreneurs, c'est la première fois que les leaders syndicaux et patronaux des organisations représentatives arrivent à prendre langue tous ensemble. Les chefs des 8 principales organisations patronales et syndicales se sont réunis mercredi matin autour de la table pour tenter de trouver des priorités communes et montrer un front uni au chef de l'État. Source L'Express, 11 juillet. Le président de la République a cela d'exceptionnel qu'il parvient à souder contre lui des acteurs aux vues extrêmement divergentes en France comme à l'international. Loi alimentation, le monde agricole consterné par l'attitude de l'exécutif. L'échec des sénateurs et des députés à s'accorder sur une version commune du projet de loi agriculture et alimentation, mardi a provoqué la déception des syndicats agricoles qui demandent une fois de plus qu'on leur assure des revenus décents. Des responsables syndicaux dénoncent des promesses en l'air et l'irréalisme de compter sur la bonne volonté des industriels et distributeurs. Source Ouest France, 11 juillet. Fixer les prix serait intenable face à la Commission européenne qui verrait là une entorse à la libre concurrence, à moins de sortir de l'UE. Les agriculteurs français sont condamnés à toujours rogner sur leurs coûts, au risque de produire à perte, pour faire face à la concurrence de pays à très bas coût en main-d'œuvre. Les sanctions imposées à la France par l'UE contre la Russie n'ont rien amélioré, et le bon sens serait de rouvrir ces débouchés en abolissant ces sanctions contre-productives. France, austérité pour les services publics et l'armée. Armée, seul un hélicoptère sur 3 est en état de voler. Le Sénat a remis un report alarmant au ministère des Armées, dans lequel il préconise de moderniser rapidement la flotte d'aéronefs légers. On note aussi une augmentation des accidents cette année. Source Orange, 13 juillet. La France ne peut pas continuer à défendre son indépendance et ses intérêts dans le monde, dont les intérêts des populations de ses DROMCOM, si elle ne dispose pas d'une armée en état de fonctionner. Le Frexit, c'est l'assurance d'avoir immédiatement 9 milliards d'euros supplémentaires chaque année, pour, entre autres, réinvestir dans une armée décente. Darmanin veut tailler dans les effectifs du fisc. La Direction générale des finances publiques, DGFiP, est la deuxième plus grande administration civile de l'État, avec 103 000 agents et un budget de 8 milliards d'euros. Un chiffre plausible, mais caché par le ministre, serait de 20 000 suppressions de postes, selon un syndicat. Source Le Dauphiné, 9 juillet. Réduire les dépenses, c'est Bruxelles qui le demande, par l'intermédiaire des grandes orientations de politiques économiques, les GOPE. En pratique, il n'est même pas certain que, tailler dans les effectifs, permettra de faire des économies. Par exemple, sans contrôle suffisant des entreprises, le risque est d'avoir des rentrées fiscales amoindries, par exemple avec le travail non déclaré,
ou encore par l'évasion fiscale. En tout cas, une chose est sûre, le gouvernement s'apprête à démantibuler l'une des administrations françaises qui fonctionnait le mieux et qui est responsable de fournir à l'État le nerf de la guerre qui est l'argent. Et il est d'une témérité extrême de faire cela, a fortiori au moment où l'adoption du prélèvement à la source risque de causer d'immenses difficultés pratiques à cette administration. Régime sec pour les chambres de commerce et de l'industrie. En annonçant une baisse de 40 millions d'euros des crédits, le ministre de l'économie a confirmé l'intention de trancher dans le vif. Des braillages et manifestations ont émaillé le territoire. Les chambres du commerce et de l'industrie, les plus fragiles, risquent de disparaître purement et simplement. Source Le Monde, 11 juillet. Encore une fois, les premières victimes vont être les territoires les plus ruraux, et la conséquence va être une perte de dynamisme économique au profit des grands centres urbains. Le schéma se confirme, il y a un objectif sous-jacent, de vider les campagnes. Est-ce pour permettre leur accaparement par les grands groupes agro-industriels de tous les pays? France, recul industriel. La production industrielle recule depuis le début de l'année. La production manufacturière s'est repliée de 0,6% en mai et l'industrie devrait de nouveau détruire des emplois en 2018. Source Les Échos, 10 juillet. L'industrie française souffre de deux maux majeurs. Premièrement, un euro trop fort qui pénalise lourdement les exportations. Pourtant, l'idée fausse promue sur la scène médiatique est que la France est pénalisée dans sa compétitivité. Non pas à cause de sa monnaie, mais à cause des travailleurs français qui seraient trop feignants et trop payés. Deuxièmement, l'article 63 du TFUE, qui interdit le contrôle des capitaux et donne libre cours aux délocalisations, et ce depuis le traité de Maastricht. La France, dépassée par l'Inde, n'est plus la 6e puissance économique mondiale. Dopé par une forte croissance depuis plusieurs années, le géant asiatique a vu son PIB atteindre 2 597 milliards de dollars l'an dernier, celui de la France étant à 2 582 milliards. Le Royaume-Uni, avec 2 622 milliards de dollars, peut légitimement s'inquiéter pour sa 5e position. Source Ouest France, 10 juillet. L'UE ouvre une enquête approfondie sur le projet d'union entre Alstom et Siemens. L'exécutif européen explique dans un communiqué craindre que cette concentration ne réduise la concurrence pour la fourniture de plusieurs types de trains et de systèmes de signalisation. Par conséquent, Bruxelles compte examiner si ce projet de rachat priverait les opérateurs ferroviaires européens d'un choix de fournisseurs et de produits innovants et conduirait à une hausse des prix qui pourrait par ricochet porter préjudice aux clients passagers. La Commission a désormais jusqu'au 21 novembre 2018 pour adopter une décision. Source Europe 1, 13 juillet. Pour une fois, les règles de concurrence dans l'UE pourraient-elles bénéficier à la France, dont les élites ont abandonné Alstom et laissé le TGV devenir prochainement allemand? Fincantieri, une liaison très dangereuse pour Naval Group. Mafia, corruption, malversation, un rapport du bras armé de l'État en matière d'intelligence économique, l'ADIT détaille les pratiques opaques de Fincantieri. Source La Tribune, 12 juillet. Le ministre de l'économie Macron avait vendu l'aéroport de Toulouse à un entrepreneur chinois mafieux. Macron, président, s'apprête à reproduire le même genre d'exploit avec Naval Group. Hélas. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et le Commonwealth qui va avec. Démission des deux ministres pro-Brexit les plus importants. Quels enseignements tirer de cette crise politique? Les démissions de David Davis et de Boris Johnson, les deux ministres pro-Brexit les plus importants du gouvernement de Theresa May, ont révélé en plein jour le vice d'origine de ce gouvernement. Ils confirment l'importance décisive de disposer d'un mouvement politique cohérent et rassemblant au-dessus du clivage droite-gauche, comme l'est l'UPR, pour sortir de l'Union européenne.
Source UPR 11 juillet. Au Royaume-Uni, un eurosceptique nommé ministre du Brexit après la démission de Davis. Dominic Raab, 44 ans, était jusqu'ici secrétaire d'État chargé du logement, après avoir occupé le poste de secrétaire d'État à la justice dans le gouvernement May. Source Orange 9 juillet. Theresa May tente de garder le contrôle en nommant un pro-Brexit à ce poste crucial, quand bien même il n'a pas l'envergure des deux démissionnaires. Nigel Farage, prêt à revenir à la tête du UKIP si la trahison du Brexit a bien lieu. Le plan d'un soft Brexit, validé par la première ministre Theresa May, qui a mené à la démission des deux poids lourds du gouvernement, constitue une trahison du vote populaire, selon Nigel Farage, qui s'est dit prêt à reprendre le combat. Source RT 11 juillet. Europe. Enseignement de la Coupe du monde de football. L'UE tue aussi le football des clubs. L'arrêt Bosman impose la libre circulation des footballeurs professionnels entre pays de l'UE, en enlevant toute possibilité d'instaurer un seuil minimum de joueurs nationaux. C'est donc le règne de l'argent dans le football français et européen, ce qui, en France, casse aussi le lien entre football amateur et football professionnel. Source UPR 14 juillet. Italie. Di Maio confirme que la majorité parlementaire rejette le CETA. Le vice-premier ministre italien, leader du mouvement 5 étoiles, a annoncé cela vendredi, mettant ainsi en danger l'existence même du traité de libre-échange entre l'UE et le Canada. Le CETA doit être ratifié par tous les États membres, mais est pourtant déjà en vigueur à titre provisoire depuis le 21 septembre. Le principal syndicat patronal et une association de consommateurs pensent au contraire que le CETA est bon pour l'Italie. Source Boursorama, 13 juillet. Le CETA est une absurdité économique pour la France. Ce qui est scandaleux est aussi qu'il puisse être déjà appliqué alors même que les États ne l'ont pas ratifié. La démocratie est de plus en plus méprisée. La Suisse reste la plus innovante au monde selon l'OMPI. Les États-Unis reculent de 2 rangs et la Chine fait pour la première fois partie des 20 premiers États. Source Bilan 11 juillet. Des oiseaux de mauvais augure veulent nous faire croire que la France serait trop petite pour survivre en dehors de l'UE. Mais c'est pourtant la Suisse qui innove le plus, bien qu'elle demeure hors de l'UE et soit largement plus petite que la France. Sommet de l'OTAN. Titubant au sommet de l'OTAN, Jean-Claude Juncker, surnommé Jean-Claude Drinker, souffre d'une sciatique. Je ne suis pas sous, j'ai une sciatique, a dit le président de la Commission européenne qui s'est déplacé en titubant lors du sommet de l'OTAN. Source France Info, 12 juillet. L'UE et l'OTAN s'engagent à renforcer leur alliance. Dans une déclaration commune, les deux organisations ont loué le rôle unique et essentiel de l'Alliance transatlantique, qui est une pièce maîtresse de la défense collective pour tous les alliés. Source EU Observer, 10 juillet, en anglais. L'Union européenne et l'OTAN sont en Europe les deux faces d'une même pièce, l'une civile, l'autre militaire. Dans le marbre des traités, l'article 42 du traité sur l'Union européenne, le TUE, le TU, inscrit la construction européenne dans le cadre d'une défense par l'OTAN. Défense militaire. Trump affirme avoir fait plier les alliés. Donald Trump a affirmé jeudi avoir obtenu l'engagement des alliés des États-Unis à accélérer la cadence pour augmenter leurs dépenses militaires, se déclarant très content à l'issue d'un sommet de l'OTAN sous tension à Bruxelles. La France s'est engagée à faire monter sa participation à l'OTAN à 2% du PIB d'ici 2025. Source Orange 12 juillet. 2% du PIB, c'est 46 milliards d'euros par an pour aller se battre pour des intérêts souvent contraires à ceux de la France. Vite, sortons de l'OTAN en même temps que de l'Union européenne.
Merkel à Trump. L'Allemagne prend ses décisions de façon indépendante. La chancelière a répondu aux critiques de Donald Trump, qui accuse Berlin d'enrichir la Russie et de ne pas contribuer suffisamment aux efforts militaires de l'OTAN. Source Romandie, 11 juillet. Monde. Sanctions possibles des États-Unis pour les sociétés investies dans Nord Stream 2. Les États-Unis ont à nouveau averti mercredi que les entreprises occidentales investies dans le projet de gazoduc Nord Stream 2, censé relier la Russie à l'Allemagne, risquaient d'écoper de sanctions, Washington ajoutant que Moscou se servait de ce projet pour semer la division en Europe. Sont notamment concernés le français Engie, les groupes énergétiques allemands Wintershall et Uniper et la compagnie anglo-néerlandaise Royal Dutch Shell. Source Les Échos, 11 juillet. Le projet Nord Stream 2 est le moyen pour la Russie de continuer à exporter son gaz, dont l'Europe est très demandeuse, en évitant les pays sous contrôle américain. En Éthiopie, la guerre du teff aura bien lieu. L'une des plus petites graines au monde fait parler d'elle jusqu'en Europe, se retrouvant au cœur d'une bataille opposant l'État éthiopien à des entrepreneurs néerlandais. Si l'on en croit l'Office européen des brevets, OEB, la farine de teff, céréale cultivée depuis plus de 3000 ans en Éthiopie et utilisée dans la préparation de l'injera, galette à la base de la cuisine nationale, aurait été inventée aux Pays-Bas par un certain Jans Roussien il y a seulement 11 ans. Désolé pour la prononciation. Je ne suis pas néerlandophone. Source Le Monde, 13 juillet. Cela peut être vu comme une forme particulièrement mesquine de néocolonialisme. Israël, maintien de Salah Hamouri en détention administrative. Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, d'extrême droite, a ordonné à la justice le prolongement de la détention administrative provisoire de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri pour une durée de 3 mois. Salah Hamouri est maintenu en prison par cette procédure contraire aux droits humains depuis le 23 août 2017. Source L'Humanité, 14 juillet. Quand la France va-t-elle demander à Israël de respecter le droit international et de remettre en liberté l'un de ses ressortissants? Macron ne dit rien et la diplomatie française, Le Drian en tête, brille par son inaction. Diverses. Les Pays-Bas vont construire leur première maison imprimée en 3D. Un nouveau projet, lancé par la mairie de Eindhoven, va permettre de créer un complexe immobilier composé de 5 maisons construites à l'aide d'imprimantes 3D, l'une des premières innovations du genre dans le monde. Des avantages concernant le coût et l'environnement sont mis en avant. Source Romandie, 11 juillet. 35% des poissons pêchés n'arrivent jamais dans nos assiettes. Ils peuvent être trop petits, ou n'être que des prises accessoires pour les pêcheurs, ou pourrissent avant d'être consommés. La FAO note aussi que l'aquaculture représente 53% du poisson consommé par l'homme. Source Le Point, 10 juillet. En 2016, le business des passeurs de migrants s'élevait à 7 milliards de dollars. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime livre un rapport détaillé sur le trafic fructueux des passeurs. Source Le Parisien, 10 juillet. C'est une cruauté et une forme de traite d'êtres humains qu'il faut combattre à tout prix. Des tarifs exorbitants imposés aux migrants pour des conditions de transport inhumaines. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!